Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce premier numéro de votre émission hebdomadaire Et si on parlait sport, une émission qui va aborder toute l'actualité des sports, toutes disciplines confondues, que ce soit le football, le handball, le basketball, l'athlétisme ou toutes les autres disciplines, à chaque fois que l'actualité l'exigera. Et donc, une émission où on va bien sûr aborder tous les angles de ce qui fait l'actualité. Et aujourd'hui, dans ce premier numéro, nous nous intéresserons au football avec justement un fait qui a fait parler beaucoup ces derniers temps. Il s'agit des décisions prises par la Fédération algérienne de football qui a décidé donc de plafonner les salaires et également obliger les clubs de créer des centres de formation. Pour parler justement de ces thèmes qui sont très liés, il y a une relation dont on vous parlera bien évidemment tout à l'heure. Eh bien, nous avons comme invité ce soir avec nous Mohamed Mechalala, que nous accueillons avec plaisir. Mohamed Mechalala, qui est expert en gestion du football, financier connu. Dans les milieux du football, il a été membre de la fédération, de la Ligue nationale de football où il a été président. Il a été membre également de la FIFA et de la CAF. Mohamed Mechalala, bonsoir. Merci beaucoup, Ordouane, pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est réciproque. Avec nous également quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est Abdelnour Kawa, ancien gardien de but du Mouloudia d'Alger, international également. Abdelnour Kawa, qui va lui également nous éclairer de ses analyses, puisqu'il connaît bien les sujets qu'on va aborder ce soir. Abdelnour Kawa, bonsoir. Bonsoir Erdouane, et puis je suis très heureux de retrouver mon ami Mohamed, que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et je suis très heureux d'avoir été invité pour cette première émission, et si on parlait sport. Et bonsoir émission, et si on parlait sport, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Qui, on l'espère, bien sûr, une émission qui fera son bonhomme de chemin, puisque le débat sportif est très important aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de propositions également à faire, des solutions, préconiser des solutions, pourquoi pas, sans prétention bien sûr, en toute modestie. On essaiera de faire tout cela à travers cette émission. Mohamed Mechalala, moi je vais commencer, avant de voir un sujet que nous a préparé Fatih Abada, sur justement le plafonnement des salaires. Moi, je voudrais juste vous faire réagir sur une déclaration que vous avez faite il y a quelque temps et qui m'a vraiment fait sursauter. Vous aviez parlé d'un chiffre stratosphérique, je ne vais pas dire astronomique, 2000 milliards de dettes chez les clubs aujourd'hui, 2000 milliards, je le dis bien, de centimes. C'est juste? Oui, effectivement, on est arrivé à ce niveau-là. Bon, il s'agit d'abord de savoir que c'est des dettes cumulées sur une douzaine d'années. Vu sous cet angle, 2000 milliards, ça fait 200 milliards. Et il faut aussi dire que ces dettes... C'est quand même énorme. C'est énorme. Ces dettes étaient surtout dues à l'administration fiscale et à la caisse de sécurité sociale. En fait, la quasi-totalité de nos clubs, non pas à l'époque, ils étaient 32 dans les divisions 1 et 2 professionnelles, quasiment aucun n'a payé, il y en a eu un ou deux qui ont payé, aucun ne payait ni la sécurité sociale, ni l'IRG. Vous savez que les clubs, comme tout employeur, sont tenus par la loi de collecter l'impôt sur les revenus. Ce n'est pas le club qui le paye, c'est le joueur. Simplement, chez nous, il s'est trouvé des traditions très malheureuses. On négocie souvent un salaire net. Donc, à partir de là, l'impact des impôts sur les revenus, de l'IRG et de la responsabilité du club. En un mot, on va dire qu'on est passé au professionnalisme tout en restant amateur. Mauvais amateur, parce que même un amateur doit payer ses impôts. Oui, un club amateur a un employé comme chauffeur, un employé comme le gars qui arrose le terrain, et il doit le déclarer. Mais théoriquement, il n'a pas de salaire, le joueur amateur.
c'est pas le joueur. Vous savez, dans un club, on parle de joueurs. Oui, c'est les employés. Si vous prenez l'état de salaire d'un club de division nationale 1, il y a peut-être 80 personnes, il n'y a que 27 joueurs. Disons qu'il y a 30 joueurs. Il y a 50 qui ne sont pas des footballeurs. Là aussi, c'est quelque chose qui échappe beaucoup aux gens, qui pensent qu'en parlant salaire, qu'il s'agit juste des joueurs. C'est faux. Il y a plein de monde dans un club, et tous ces gens-là ont droit à un salaire et doivent payer leurs impôts, etc. Voilà, alors on va revenir à notre sujet. Bien sûr, on parlait de la fédération qui a tenu une réunion il y a quelques jours. Et au cours de cette réunion, bien évidemment, la fédération a annoncé un plafonnement des salaires et également une obligation de créer des centres de formation. Moi, je pense que les deux sont liés. On va en parler. Je vais vous dire pourquoi je dis qu'ils sont liés. Tout d'abord, je vous propose de suivre ce sujet préparé par Fatah Abada concernant le plafonnement des salaires. Dans le monde du football algérien, une décision majeure vient d'être prise par la Fédération algérienne de football. Cette dernière a décidé d'instaurer un plafonnement des salaires des footballeurs évoluant dans les clubs nationaux. Une mesure qui a suscité déjà de nombreux débats et interrogations. Quels sont les enjeux de cette décision? Comment sera-t-elle mise en œuvre? Quel impact aura-t-elle sur les joueurs et les clubs? Il est vrai que depuis déjà quelques années, ces 10 salaires frôlent l'indécence. Et tout le monde en parle. Mais entre parler et agir, il y a tout un monde. Après les paroles, les actes. Aussitôt sa politique de rationalisation des dépenses des clubs de la Ligue 1 Mobilis exposée à l'Assemblée populaire nationale, le ministre des Sports et président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a initié une feuille de route qui a été proposée au président de club lors d'une réunion le 30 décembre dernier, sous la présidence de M. Emin Mesloug, membre du bureau fédéral et chargé de la gestion provisoire des affaires courantes de la LFP. En parlant du sujet, il faut rappeler qu'il y a eu une réunion auparavant sous l'égide de M. le ministre au niveau du siège du ministère avec on va dire les propriétaires des clubs, c'est-à-dire les sociétés nationales qui possèdent les actions des clubs concernés. Donc on a exposé un peu la situation financière et administrative de ces clubs. Et bon, on est sorti par une feuille de route d'essayer de, on va dire, rationaliser tout ce qui dépense, tout ce qui concerne, on va dire, unifier un peu le modèle de gestion pour qu'il y ait on va dire, une clairvoyance qui gère ces clubs. Juste après, il y a eu la fameuse réunion du 30 décembre avec les présidents de clubs. Et finalement, on a trouvé comme, on va dire, une entente ou une feuille de route d'essayer de, on ne va pas dire de plafonner les salaires, mais trouver des mécanismes comment contrôler, un peu maîtriser tout ce qui est masse salariale. La FAF a établi un plafond salarial de 2,5 millions de dinars par mois pour les joueurs. Cette condition incitera les clubs à diversifier leurs ressources financières et ne plus compter exclusivement sur l'argent de l'État. Naturellement, les clubs peuvent toujours s'offrir des joueurs qui leur coûteront 3 fois plus, si besoin en est. Il leur sera simplement demandé, selon la nouvelle feuille de route, de justifier que les salaires qui seront versés à ces joueurs ne proviennent pas des budgets alloués par les sociétés mères, à savoir l'argent public. Et donc, exclusivement sur l'argent qu'injectent les sociétés actionnaires. Les dirigeants des clubs de l'élite doivent donc fructifier leur activité et chercher de nouveaux partenaires économiques dans le secteur du privé. C'est devenu même un impératif
pour sortir de cette dépendance des sociétés étatiques qui déboursent, il faut le dire, des sommes faramineuses qui auraient pu, le cas échéant, servir dans d'autres investissements autrement plus rentables et d'intérêt public. Donc on a trouvé un mécanisme, c'est que les salaires qui dépassent les 2 500 000 dinars, ils doivent être accompagnés avec une attestation, on va dire une attestation de garantie, ou une attestation signée par le propriétaire du club, c'est-à-dire la société qui possède le club. Voilà, c'est pour un peu mettre en symbiose la gestion du club avec la société et aussi avec tout ce qui est orientation venue des grands pouvoirs publics. Pour résumer, le projet initié par le ministère des Sports, il s'agira au pire au club de trouver un sponsor qui prendra à ses frais les salaires dépassant les 250 millions de centimes. Sur ce sujet, comme sur d'autres, les avis convergent sur le fond, mais peuvent diverger sur la forme. C'est un sujet très intéressant et très important pour la promotion de notre football. Malheureusement, il y a ceux qui profitent, mais il y a ceux qui travaillent, ils ne se font pas payer. Aujourd'hui, il se trouve que la situation a un peu, entre guillemets, débordé. J'imagine qu'il y a l'effet pression, l'effet le résultat immédiat. C'est pour ça que les présidents de club s'inquiètent et... Les acteurs du monde du football en parlent. Mais pour les plus avertis, il est tout à fait clair qu'avec cette nouvelle feuille de route, le football algérien s'apprête à entrer dans une nouvelle ère où le professionnalisme commence par la base, c'est-à-dire l'infrastructure et la formation des élites. C'est lié, Abdelnour Kawa, à la formation, je veux dire, et l'infrastructure. Bon, c'est l'outil de la formation, mais la formation est liée au salaire faramineux, astronomique dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que si vous arrivez à réguler tout cela, si vous arrivez à former des joueurs dans votre club et que vous les faites monter, ça vous fera moins de dépenses en recrutement. Moi, je pense que vous avez choisi de mettre en avant plutôt les salaires et ensuite parler des centres de formation. Moi, on parlera de la formation tout à l'heure, hein, dans la deuxième partie de l'émission. Mais c'est lié. Oui, mais logiquement, c'est l'inverse. Voilà. Bon, enfin, maintenant, puisqu'on est en train de parler des plafonnements du salaire, mais c'est sûr que les centres de formation, c'est très important. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Mais les salaires, vous avez connu une période où il n'y avait pas tous ces problèmes. Bon, c'était tout à fait différent à l'époque. Hein. Mais là, bon, la fédération vient de prendre une décision. Ça va être d'abord... Il va y avoir... Moi, je pense... Hein, on va dire il était temps. Oui, mais... ça fait 10 ans qu'on est... 14 même qu'on est dans le professionnalisme. On rentre sur la 15e année. Voilà. Le problème maintenant, est-ce qu'on peut vraiment plafonner un salaire? Maintenant, si on revient un peu aux règlements généraux de la fédération, là, à ce moment-là, on doit plagier, voir un peu ce qui se passe dans les autres pays. Je vous donne un exemple tout bête. En France, puisqu'on a pas mal de joueurs qui sont issus de l'immigration et qui sont formés en France, il y a des barèmes pour les stagiaires professionnels, pour qu'on appelle les aspirants, les stagiaires pros, et même pour les pros. Ce ne sont pas des... Comme on est en train de voir un Mbappé, ça c'est exceptionnel. C'est des paliers de carrière, c'est des paliers. C'est des paliers de carrière. Donc, arriver à faire ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, si maintenant il y a un club qui veut payer un joueur, je ne sais pas moi, des sommes à 6 chiffres ou à 7 chiffres, là, à ce moment-là, c'est autre chose. Mais là, déjà, essayer de mettre en place un système qui va permettre quand même... Parce qu'il ne faut pas oublier que sur les 16 clubs que nous avons au niveau de la Division 1, il y en a 4 ou 5 qui ne sont pas parrainés par des sociétés. Donc, ce qui est plus facile à faire pour une société, peut-être moins pour un club qui n'a pas pratiquement de ressources financières qui puissent lui permettre de pouvoir hisser les salaires à des hauts niveaux. Moi, l'objectif, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est d'assainir les finances des clubs, parce qu'il y a des dettes trop importantes. Je reviens à la question de tout à l'heure. Alors, plafonner les salaires, est-ce que c'est ça le but, Mohamed Mouchara? Je vais vous dire une chose. D'abord,
plafonner les salaires est illégal. C'est clair, je dis bien illégal. Pourquoi? Parce que seul l'État pourrait le faire. Il ne l'a jamais fait. L'État plafonne le bas du salaire. Il a défini le SMIC. Le SMIC. Tu ne peux pas payer un travailleur moins de 20 000 de temps. Mais dire ne pas lui donner 3 millions de dinars ou 5 millions de dinars, la loi ne le dit pas du tout. Un. Moi, ce que je pense, c'est que le problème des salaires dans le monde du football, il y a une approche qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas méthodique. On n'a aucune étude sérieuse sur les salaires des clubs professionnels en Algérie. Combien y a-t-il de joueurs dans la nationale? On a 16 clubs avec 30 joueurs. Hein? On a 480 joueurs. Il y a combien de joueurs qui gagnent plus de 2 millions de dinars? Qui peut nous le dire? Personne. Oui, mais personne n'a fait. Ouais, mais je voudrais juste vous ajouter quelque chose. Vous venez de dire quelque chose de très important. Vous dites qu'ailleurs, ça n'existe pas. Moi, je dis que je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce qu'en Europe, par exemple, il y a une autre forme. On appelle ça le fair play financier. C'est une forme de... C'est autre chose. Oui, c'est un peu pour réguler les salaires. Je connais très bien le fair play financier, puisque... Je m'excuse de le dire, j'étais à l'origine de la création de la DNCG en Algérie. Je l'ai présidé moi-même et on a commencé à travailler pendant quelques années. Et c'était là où on serait arrivé à ce qu'on appelle le fair play financier. C'est pour empêcher un club de dépenser plus qu'il ne gagne. C'est-à-dire, c'était surtout dirigé pour des clubs qui pouvaient obtenir de l'argent en dehors de leur capacité de le produire. C'était le cas du PSG. Les sponsors, par exemple. Un sponsor, c'était la QNB Qatari, qui a offert une fois près de 800 millions d'euros au PSG. Et l'Union européenne a dit stop. Ouais, ça, c'était un exemple... C'est ça le fair play financier. Déjà, vous savez qu'aujourd'hui, la masse salariale du PSG est autour de 700 millions d'euros contre 150 à Lyon qui est deuxième. Sauf le... Oui, mais là, chez nous, on revient chez nous. Nous, on n'y est pas encore. Voilà. Je dis, si on connaissait le problème des salaires en Algérie, 20, 30, 40 joueurs qui touchent 2 millions de dinars. Même s'il y en a 3 ou 4 qui touchent 5 millions de dinars. On n'a pas ce chiffre. Donc, quel que soit, si on n'a pas une étude précise, c'est difficile de généraliser. Mais, vous connaissez la masse salariale de l'US Biskra. Excusez-moi, bon, vous avez cité un club, l'US Biskra, c'est peut-être pas le bon exemple. Moi, je peux vous dire qu'il y a un peu plus de 20, 30 ou 40 joueurs qui touchent plus de 2 millions de dinars par mois. Si je vous prends 4 clubs, par exemple, de la capitale, 3 ou 4. Alors, j'y arrive, non. Je m'excuse. C'est pas un problème de somme. Non, je voulais dire, c'est la démarche pour combattre cette inflation des salaires. Justement, cette inflation vient d'où? C'est ça le problème. Sur quelle base je peux donner à tel joueur 8 millions de dinars, tout simplement. Tout à fait. Alors qu'il y a des joueurs qui ont pratiquement le même niveau et qui touchent 600 000 dinars. Moi, je connais des joueurs qui touchent 5 millions de dinars par mois et qui sont sur le banc toute la saison. Absolument. Écoutez, il y a quelque temps, j'ai fait une déclaration où j'ai dit qu'il n'y a, je maintiens, qu'aucun joueur algérien ne vaut, sur le plan économique, plus de 200 000 dinars par mois. Je le dis et je le maintiens. S'il y a un joueur qui peut faire rentrer 200 000 dinars à son club, je reviens à la maîtrise des salaires. La maîtrise des salaires, il ne s'agit pas de plafonner. L'objectif de la fédération c'est pas de plafonner. La première réunion tenue par le ministre des Sports, c'était avec les présidents des holdings qui sont propriétaires de ces clubs. Oui, c'est eux les C'est là où voilà. Et l'instruction qu'a donnée le ministre des Sports, c'est arrêtons de gaspiller l'argent de l'État. Ça, c'est clair. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Maintenant,
Ce n'est pas si le président du holding, qui est l'actionnaire principal sur une société sportive, lui décide de limiter en disant à son responsable ou gestionnaire du club, je ne veux pas que tu dépasses telle masse salariale. Il a le droit de le faire. Bien sûr. Ben oui. Bien sûr. Il ne plafonne pas un salaire, il plafonne une masse salariale. Tout à fait. Où est-ce qu'il y a la masse salariale? Il y a le salaire, il y a toutes les primes, les charges aussi. Et il y a toutes les charges. On loue des appartements à des joueurs. Ouais. Ça rentre dans le calcul. On loue des voitures, on loue des voitures. Pas mal de choses. Et il y a aussi le salaire des autres employés. On ne le connaît pas. Moi, ce que je reproche, c'est qu'on n'ait pas mis une commission il y a pas de transparence, qui fasse une vraie étude, de prendre les 16 comptes des clubs et de nous faire cette étude sur la base d'une grille d'analyse. Il fallait faire un audit de tous les clubs déjà. Alors parce que le problème de tout ce qui est venu sur cette histoire salaire, c'est l'endettement. On s'est aperçu que les clubs avaient atteint un niveau d'endettement faramineux. Il y en a qui étaient asphyxiés par les dettes, l'État a pu intervenir, aider la fédération, et ils ont pu réduire l'impact sur les joueurs. Moi, je rappelle qu'un joueur, c'est un père de famille. C'est quelqu'un qui doit toucher son salaire. C'est un salarié. C'est un salarié, mais il faut le protéger pour qu'il puisse toucher tous les mois son salaire. Et c'est le plus gros des joueurs. Il y a ce type de politique. Le ministre a donné des orientations politiques, et c'est son droit. Les holdings qui, eux, limitent la masse salariale, et que cette masse salariale est ensuite répartie d'une manière objective, on obligera les clubs non seulement à payer leurs joueurs tous les mois, surtout à payer à l'État les impôts, à reverser à l'État l'IRG et à payer les charges sociales. La quasi-totalité aujourd'hui, on peut aller plus loin sur cette histoire de joueurs et de salaire, c'est beaucoup plus sérieux dans notre football, n'existe pas. C'est là où il faut une instruction très ferme, mais méthodique, rationnelle. Et sur le plan sportif, ne pas se mettre également en difficulté avec les instances internationales. Écoutez, vous avez dit que j'ai été à la FIFA et je l'ai été pendant très longtemps dans la commission de résolution des litiges. Jusqu'en 2014, je n'ai jamais vu un dossier d'Algérie passer devant la commission. On a eu des joueurs algériens, mais qui jouaient jamais un club algérien. Parce que c'était plus ou moins... Mais après, il y en a eu. Mais après, trop. Il y en a eu. Alors, justement, puisqu'on parle des joueurs, moi, je voudrais vous poser une question. Nous, on a essayé de récolter les avis des uns et des autres, les acteurs, les entraîneurs, vous également. Mais à chaque fois qu'on a essayé de poser la question, nos journalistes qui ont fait les terrains, quand ils posent la question aux joueurs, ils refusent de répondre. Oui. Pourquoi ? Écoutez, tous les joueurs ne sont pas payés tous les mois, à l'exception des grands clubs. Oui, mais ils peuvent donner leur avis sur le plafonnement des salaires. Ce plafonnement n'est pas objectif. Parce que est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire si les 2,5 millions, c'était le brut ou le net? Voilà. Moi, je voulais juste parler de ça, justement. Personne n'en a parlé. Alors, moi, je vous donne un chiffre. Ça doit être le net, moi, je pense. Est-ce que vous avez vu un texte de loi fixer des salaires qui m'a SMIC? Est-ce que l'État qui a fixé le SMIC a dit que c'est le net? Mais bien sûr. Vous savez, au niveau du fisc, vous savez, dans certains pays, sur un salaire que négocie un joueur, il y a 45% du salaire qui va au fisc. Beaucoup plus. Non, quand je dis, le minimum. Je peux vous donner des chiffres. Le minimum, c'est 45% du salaire. Avec des chiffres précis. Un grand joueur français qui gagne 298 millions d'euros, tout compris, publicité, salaire, paye 102 millions d'euros au fisc. Oui, mais ça dépend des pays aussi. Il n'y a pas de logique. La loi de finances de 2022 a un barème IRG absolument équitable. Oui, tout est clair. Celui qui gagne 20 000 dinars, décision du président de la République, jusqu'à 30 000 dinars, on est exonéré.
Eh bien, vous savez, celui qui gagne 500 millions, sa première tranche, tu as 30 000 dinars, il paye 0 dinar à l'aléa d'impôt, même s'il gagne 500 millions. C'est ça le barème hier. Mais à la fin, vous partez avec 35%, au-delà de 150 millions, à 500, aucun joueur. Alors, c'est 2,5 millions. Moi, je vous dis, pour avoir un salaire net de 2,5 millions, il faut partir sur 4 millions, 4 millions 2 de brut. À peu près. Hein. Alors, c'est 4 millions de brut ou 2,5 millions de brut. Alors, et on parle également pour cette mesure de favoriser l'équité sportive afin d'empêcher les clubs les plus riches de monopoliser un peu les meilleurs joueurs. Mais ça, on ne peut pas le faire. C'est anti-sportif. Ça, on ne peut pas le faire, non. Mais il faut également dire qu'on ne peut pas avoir un championnat où toutes les équipes se valent. C'est impossible. Je vous ai dit, PSG, 700 et quelques millions d'euros, Lyon, deuxième au classement, 160 millions. Alors je vous dis un petit truc. Et quand on descend plus bas, la DNCG, la commission de contrôle des clubs, vient de mettre Lyon, ou la commission de l'UEFA, sous contrôle ce qu'on appelle l'encadrement des salaires. Mais ça, c'est valable dans tous les pays européens. En Allemagne, en Espagne, en Angleterre, tous les clubs ne sont pas au même niveau. Nous n'avons pas de contrôle financier. Il n'y a jamais eu de commission de contrôle des clubs. Ce qui fait qu'on n'a jamais pu interdire à un club de recruter. Tout à l'heure, on parlait d'un sujet très important. On est dans le mercato, vous avez entendu parler, Erdogan, des joueurs libérés. Oui. Ça veut dire quoi? Si vous libérez des joueurs, ça veut dire que vous faites une rupture unilatérale de contrat. Et donc, c'est des dettes que vous avez cumulées sur le recrutement, peut-être Abdel Kawa peut nous en parler également. Il se fait un peu n'importe comment, le recrutement. C'est ce qu'il faut maîtriser. Depuis l'instauration, enfin, entre guillemets, du professionnalisme, on est en train de voir chaque année, pratiquement la majorité des clubs algériens libérer entre 10 et 15 joueurs et recruter entre 10 et 15 joueurs. C'est à celui qui recrute le plus. Avec quel argent? Avec l'argent qu'ils n'ont pas. Seulement pas uniquement une question d'argent, mais une question de jeu. Si jamais ça, c'est un aspect important. Mais c'est très important. Si jamais je libère 15 joueurs, ça veut dire que les joueurs que j'avais, ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Je ramène entre 15 autres joueurs. Et rebelote parce que la saison d'après, c'est 15 autres joueurs. Et après, vous avez des joueurs qui passent leur temps sur le banc. D'où on va arriver tout à l'heure. C'est les centres de formation. Après, les entraîneurs, on a vu des entraîneurs ne pas travailler et toucher 70 millions de dinars. Qui n'ont même pas commencé à travailler. Ils n'ont pas commencé à travailler. On a vu des grands entraîneurs qui sont repartis avec 50 millions de dinars. Est-ce que quelqu'un a sanctionné le responsable dans le club qui a fait payer à l'Algérie 50 millions? Non, c'est ça le management, c'est ça le professionnalisme. Qu'on ne dise pas que notre professionnel, il ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas les commissions de contrôle. Un jour, on refera prochainement, dans quelques temps, on refera une émission justement concernant l'encadrement des équipes, des clubs, avec ces entraîneurs c'est devenu le couloir des entraîneurs, le football algérien. C'est l'émission de Canal Foot. On a déjà presque tous les clubs qui ont changé d'entraîneur. Cette année, on a battu le record. Oui. Oui. Le record a été battu après la fin de la phase aller, qui n'est pas terminée d'ailleurs, puisqu'il reste encore des matchs de mise à jour et puis toute la phase retour. La transition est toute faite. Quand on parle d'entraîneur, on va parler de formation maintenant. La formation, alors la fédération oblige les clubs à mettre en place des centres de formation. Et moi je dis, il était temps, parce que normalement, quand il y a eu le professionnalisme dans le statut et dans le cahier des charges des clubs professionnels, il devait y avoir obligation de créer un centre de formation. L'État a remis à chaque club, et il y en avait 32 à l'époque, 3 hectares. Un terrain minimum de 3 hectares. Et combien de clubs ont des centres de formation aujourd'hui? Voilà. Mieux que ça, l'État qui a donné des terrains a assuré un financement, prise en charge de 80% du coût du centre. Alors, avant d'en parler, moi je vous propose de suivre ce sujet qui a été préparé par Sidi Ahmed Fethi Bendali.
La Fédération algérienne de football vient de franchir un nouveau cap dans sa stratégie de développement du football national. Lors du dernier bureau fédéral de l'année 2024, elle a annoncé une directive ambitieuse, imposée à tous les clubs professionnels l'ouverture d'académies sportives dès ce mois de janvier 2025. Une décision qui marque un tournant et qui pourrait révolutionner la formation des jeunes talents en Algérie. Historiquement, le Parado Athletic Club a été le précurseur dans ce domaine. Sa célèbre académie, fondée il y a un peu plus de 2 décennies, est devenue un modèle de réussite incontestable. Des joueurs comme Hicham Boudaoui transférés à l'étranger pour 4 millions d'euros, ce qui constitue un record pour le championnat algérien, ont permis de prouver qu'investir dans la formation peut non seulement garantir une relève sportive de qualité, mais aussi générer des revenus substantiels. À titre de comparaison, cette somme équivaut au budget de fonctionnement d'une académie sur 5 années. Malgré cet exemple éclatant, peu de clubs de l'élite ont suivi la voie tracée par le Parado. Beaucoup ont continué à privilégier des recrutements coûteux et parfois inefficaces, négligeant le potentiel énorme de la formation. Une lacune qui a été partiellement comblée par des initiatives privées ces dernières années. Plusieurs académies indépendantes ont vu le jour, souvent en partenariat avec des clubs européens prestigieux comme l'Espagnol de Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain. D'un autre côté, l'académie de Béchar, déjà opérationnelle, en est un parfait exemple. Elle incarne l'ambition de certaines régions de miser sur leurs jeunes talents. Avec un encadrement de qualité et des infrastructures modernes, elle illustre la volonté de diversifier les pôles de formation à travers le pays. L'objectif de la FAF est clair, capitaliser sur ce vivier de jeunes talents souvent laissés pour compte. Une démarche qui à terme pourrait réduire les dépenses faramineuses des clubs tout en assurant une stabilité financière et sportive. Avec cette nouvelle réglementation, les clubs ont désormais l'obligation de prendre le virage de la formation. Reste à savoir si cette initiative sera suivie d'effets concrets et si elle permettra à l'Algérie de devenir, à l'instar des grandes nations du football africain, une véritable pépinière de talents. Alors, je disais, bien évidemment, tout à l'heure que c'est lié, les salaires et la formation. Pourquoi? Pendant tout ce temps, 14 ans, les clubs, vous voyez combien de clubs ont un centre de formation? Il n'y en a que 2 pour le moment, opérationnels. Tous les clubs, au lieu de recruter à coût de centaines de millions et de milliards, auraient pu mettre sur pied les centres de formation, Mohamed Mouchara. C'est exact. Simplement, il faudrait déjà au démarrage que la fédération puisse définir une réglementation pour dire ce que c'est qu'une école de formation et ce que c'est qu'un centre de formation. C'est 2 choses totalement différentes. Quand on investit sur un centre de formation, ça n'est pas des dépenses, c'est de l'investissement à long terme. À long terme, et à long terme, il y a un retour sur investissement qui se fera par la formation des joueurs, etc. Quand on crée une école, c'est un autre objectif. L'école peut être vraiment une école, je dis... L'école, c'est basique. C'est basique, on peut gagner de l'argent, mais le centre de formation, c'est quelque chose de très sérieux. C'est exactement 3 étages, c'est-à-dire école secondaire... C'est une institution, c'est une institution footballistique. Et le supérieur. C'est 3 paliers qui sont regroupés. Donc, j'en parle parce qu'on a eu, nous, la chance à la fédération de lancer les premières académies. Et pourquoi on a créé des académies? Ce n'est pas le rôle de la fédération, je tiens à le préciser. Absolument. Mais pourquoi on l'avait fait? C'était un peu pour montrer la voie au club. C'était pour soutenir le professionnalisme. Dans l'objectif des dirigeants de l'époque, c'était de monter des académies et puis d'attendre environ 5 ans, c'est-à-dire vers 2014, d'avoir les premiers clubs professionnels. Ce n'était pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Non, pas du tout. Et de céder ces académies à ces clubs-là. Alors l'objectif, et on a vu que c'est des académies qui ont réussi, qui nous ont sorti de très bons joueurs. Mais malheureusement, à côté, quand on a décidé de les dissoudre, il y avait les clubs. Mais ce n'est pas dans le cadre d'une politique d'un professionnalisme. Mais ça, c'est dommage. Mais je veux dire que le centre de formation est un investissement
extrêmement important. Je répète encore une fois que c'est une institution, normalement. C'est le cas partout, un peu partout à travers le monde, pas seulement en Europe. Abdelnour Kawa, vous avez connu une période, bien sûr, quand vous étiez joueur, où il n'y avait pas, les centres de formation n'existaient pas nulle part, hein, même à travers le monde, ça n'existait pas. Mais il y avait quand même, il y avait un esprit de formation dans les clubs, puisque vous, par exemple, moi je me rappelle, vous étiez au Mouloudia d'Alger, pratiquement 80% des joueurs qui ont terminé en équipe senior venaient de l'équipe minime du club. C'était la majorité des clubs c'était la matrice du club. C'était une politique qui était menée par pratiquement l'ensemble des clubs en Algérie. La différence, c'est qu'il y avait une génération de joueurs qui avaient des qualités extraordinaires. Donc ça, c'est pas toutes les années qu'on peut l'avoir. On voit un peu le CRB à l'époque, par la suite le Mouloudia, la GSK, l'Entente, qui avaient pris le flambeau du football algérien. Mais ce que je voulais dire par là, et j'insiste, on n'avait pas de formation, mais alors pas du tout. La seule formation, c'était l'éducation qu'on avait vis-à-vis de nos dirigeants, mais la majorité des joueurs avaient des qualités innées. Malheureusement, il y a certains joueurs qui n'ont pas pu la développer, qui ont fait des carrières sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, le football est différent. On est en train de parler d'équipe professionnelle. La base d'une équipe professionnelle, c'est son centre de formation. C'est à partir de là qu'on peut parler de professionnalisme. On parle de centre de formation. Le centre de formation n'est pas une fin en soi. Le Hajj et dire, c'est un investissement, tout à fait. Mais maintenant, pour le fonctionnement d'un centre de formation, il faut des formateurs. Or, aujourd'hui en Algérie, nous n'en avons pas. Je suis désolé, nous n'avons pas d'entraîneurs formateurs. Formateurs de différentes catégories, bien entendu. Hein. Vous savez, ça peut se créer. Ça se forme. C'est un métier spécifique. Voilà. Je vais juste donner une petite précision. Si jamais je suis entraîneur aujourd'hui, j'arrive à avoir un diplôme d'entraîneur des U15, je ne peux pas entraîner les U17. Il faudrait que je me recycle et que je repasse une mise à niveau pour arriver, une mise à niveau pour entraîner les U17. Et ça va également pour les U19, les U21. Donc ce que je voulais dire, c'est très bien de vouloir maintenant imposer aux clubs. Normalement, depuis 2010, comme on l'avait dit, il y a des clubs qui avaient eu 3 hectares. 3 hectares, c'est déjà pas mal. Ça vous fait 3 terrains, 2-3 terrains, un hôtel. Vous savez, quand on revoit un peu le fonctionnement de nos clubs, vous êtes en train de parler des salaires et tout. Il faut voir un peu l'hébergement, il faut voir un peu les mises au vert. Ça fera des milliards par an. Donc, la prise en charge scolaire des joueurs également. Les enseignants. Une fois qu'on a notre centre de formation, tout est sur place. Tout est sur place, il y a l'hôtel, il y a la restauration, il y a les salles de classe, il y a les professeurs qui sont là pour les enfants, il y a les entraîneurs. C'est une vie qui est pratiquement tout à fait différente que celle d'aujourd'hui. Moi je dis Abdelnour Kawa et Mohamed Machara, moi je dis bravo par exemple à ce club de la JS Sawa qui a pris l'initiative de créer un centre de formation. Et vous savez que dans le Sud, il y a des talents extraordinaires, des joueurs. Et là, c'est un investissement quand même qui va certainement porter ses fruits dans pas très longtemps, parce qu'ils font un travail extraordinaire au niveau de la JS Sawa sur ce plan. À l'époque où je présidais la Ligue nationale, j'ai fait une étude sur la nécessité des centres de formation. On était arrivé avec des techniciens, parce qu'il y a des choses que... Il n'est pas indispensable d'avoir que chaque club ait un vrai centre de formation. Parce qu'on peut très bien créer des centres de formation régionaux. On parlait de la JS Saoura, mieux vaut que d'autres clubs de Béchar, de Tindouf, s'associent à ce centre. Mais c'est ça le but, pour fournir des joueurs. Oui, c'est ça le but. Il n'est pas nécessaire qu'eux-mêmes aient un centre. Mieux vaut créer aussi des centres régionaux. Ils peuvent avoir le centre et piocher dans toute la région. S'associer entre clubs. Il ne faut pas que l'État s'associent entre clubs, et donc ils peuvent enrichir le centre à Dingue et pouvoir sortir plus d'élèves en formation. Ça aussi, c'est une des approches qu'il faut faire. Il faut mettre des gens pour s'intéresser à ce sujet. Alors, Abdelnour Kawa a posé un problème qui est important, c'est la formation des formateurs. Oui.
Et ça n'existe pas encore. Si, l'ISTS, écoutez... L'ISTS peut-être, Enfin, mais... maintenant, Non, je m'excuse, là. L'ISTS, bon, on sait que c'est un bac plus 5, on sait que c'est... Oh, mais maintenant, la spécificité de l'entraîneur... Tout à fait. C'est une évolution normale. C'est une évolution Donc normale. il faut une certaine formation pour pouvoir entraîner des gens. Il y a en Europe... Juste pour continuer ça. Vous savez, ce qu'on est en train de voir au niveau de tous les clubs, un footballeur qui termine sa carrière, on lui dit, bon, va prendre les jeunes. Alors que les jeunes, c'est pas n'importe qui doit les prendre. Donc, il y a un travail pédagogique, psychologique, il y a beaucoup de choses à prendre en charge. Pour aller dans ce sens, je veux dire, dans les clubs professionnels dans le monde, quand un joueur dépasse 27 ans, la FIFA oblige le club qui le recrute à intégrer une clause de formation à ce joueur. Parce qu'on suppose que c'est son dernier contrat. 27 ans, fini tout de suite. La FIFA impose au club de le former. Et c'est comme ça que la formation a commencé à se développer, pas uniquement dans le football, hein. Dans le football, mais je veux dire en tant que manager, il y a aujourd'hui des études supérieures. On prend l'exemple des gardiens de but. Il y a 30-40 ans, on n'en avait pas. Maintenant, c'est devenu banal. Tous les clubs, et c'est tant mieux. C'est pareil, il y a 10 ans, l'Union européenne a imposé le diplôme d'éducateur de jeunes. Mais tu deviens entraîneur, technique, hein, si vous voulez entraîner des jeunes, il faut faire une spécialité jeune. Mais on peut le faire chez nous, je veux dire, ce n'est pas quelque chose... Oui, non, c'est bien sûr. On va revenir au plan, je vais dire, pragmatique. Aujourd'hui, il y a 2 clubs qui ont un centre de formation. Alors, pour le moment, hein, théoriquement, il y a le Paradou et la JS Saoura, le Mouloudia d'Alger qui a construit l'infrastructure, mais je ne sais pas si c'est encore... il faut un temps pour former. Il faut du temps pour former. Alors, est-ce que vous pensez que tous les clubs professionnels de Ligue 1, puisqu'il n'y a que la Ligue 1 qui est professionnelle aujourd'hui, vont pouvoir justement atteindre cet objectif dans un délai très bref? Écoutez, la loi de finances de 2010 qui accordait le terrain, d'abord je peux vous dire, je suis quasiment sûr que tous les clubs ont pris leur terrain. Quasiment tous ont pris leur terrain. Mais personne n'a construit de centre de formation. Alors que l'État, la loi de 2010 prévoit de financer à 80%, ça n'a jamais été abrogé, donc c'est quelque chose qui est toujours valable. Quand le ministre a dit « je vais les obliger », c'est parce qu'il sait que l'État est là et qu'il va les aider à la prise en charge pour 80%. Et même pour les 20% restants, qu'on avait évalué à l'époque à 100 millions de dinars, la loi de finances a prévu un crédit à 0% d'intérêt. Quand même. Tout est facile. Mais comme l'a dit tout à l'heure Fatah Abada dans son reportage, après les paroles, il faut les actes. Oui, mais c'est l'obligation du ministre. Le ministre a dit, j'ai réuni les présidents, je leur ai dit, vous limitez les salaires, vous limitez l'impact du gaspillage de l'argent de l'État et vous créez des centres de formation. À partir du moment où il s'agit d'une orientation politique. D'autant plus que l'État met à la disposition de ces clubs les moyens de construire ces centres. Moi, je pense qu'il devrait maintenant carrément faire paraître un décret où il y a des sanctions pour ceux qui n'appliquent pas la loi. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a des moyens justement pour... Légalement, aujourd'hui, il n'y a rien. Ni pour les salaires, ni pour... Ben oui, mais à ce moment-là, s'il y a un club qui refuse d'obtempérer, comme on dit, alors est-ce qu'il y a... Absolument, du professionnalisme, il devient amateur. Ou alors le faire rétrograder dans l'amateurisme. Même là, je veux dire que la barrière amateur-professionnel, chez nous, est très largement... Elle est à géométrie variable, comme on dit. Je peux, si tu permets, Serdouane, je peux 2 secondes dire ce que c'est qu'un club professionnel. Allez-y. Un club professionnel, c'est uniquement celui qui a la licence de club professionnel.
Et un championnat professionnel, c'est composé exclusivement de clubs qui ont la licence de club professionnel. Ça n'est pas le cas du tout chez nous. Il n'y en a pas un. Malheureusement. Alors, l'amateur, parce que là aussi il y a une faute grave, ça rejoint l'histoire des salaires. Chez nous, la fédération a décidé qu'il n'y a que la division 1 qui est professionnelle. Donc la division 2... Régional. Or, est-ce que vous connaissez un club de National 2 qui ne paye pas ses employés? D'accord. Est-ce que vous connaissez un club de 4e division qui ne paye pas ses employés? Oui, l'argent circule partout. Hein. Voilà. Alors, pourquoi la fédération peut pousser ces clubs à payer des salaires au noir? Parce que dès le moment, quand on voit les grands clubs qu'on est en 2e division, hein, c'est pas un échelon les résultats à la coupe. C'est des grands clubs, ils payent tous leurs employés et la fédération ferme les yeux. Non, c'est des clubs amateurs. Pour qu'il y ait un appoint à notre débat, moi ce que je vous propose, c'est que dans l'émission, bien sûr, on a prévu également une participation des téléspectateurs. Inch'Allah, oui. Sur notre page Facebook, et si on parlait de sport, eh bien, les téléspectateurs nous envoient des questions et vous allez y répondre, peut-être vous ou Abdelnour Kawa. Alors, la première question, c'est Maïssa Amina qui nous la pose. Elle dit: quel impact aura le plafonnement des salaires sur les agents de joueurs? Mohamed Bouchalala. Bon, plafonnement, un agent de joueur est rémunéré sur un accord qu'il a avec le joueur lui-même. Dans le monde, généralement, c'est un pourcentage que perçoit l'agent de joueur, mais l'agent de joueur dans le monde, c'est un cabinet de spécialistes dans la gestion des carrières des joueurs, hein. Donc avec des employés, et qui facture aux joueurs. Le joueur est soumis aussi à des déclarations fiscales, donc il reçoit. Bon. Et ils se mettent d'accord. Ça peut aller de 30% du montant du transfert jusqu'à peut-être 1 ou 2% mensuellement. C'est des accords qu'il y a. Mais aujourd'hui, l'agent de joueur il est opaque. J'ai bien aimé son expression quand il a dit « dans le monde ». Dans le monde, dans le monde. Ça veut dire sauf chez nous. L'agent de joueur est un métier qui est réglementé très sérieusement en Europe. Allez, pour parler, puis probablement dans les autres parties. Il y a à tel 2010, c'était la FIFA qui définissait ce que c'est qu'un agent de joueur. Il y avait une licence d'agent de joueur à l'époque. Et puis, il y a eu une étude très très longue, d'ailleurs faite par la FIFA, qui a fini par renoncer en disant il appartient au pays des fédérations de légiférer et de réglementer ce métier. Et donc cette licence a été, on va dire, enlevée. Alors, nous, on a essayé de gérer ça à un certain moment, puis maintenant, je ne sais plus comment ça se passe. Alors, peut-être une deuxième question, je pense qu'on va nous l'envoyer à partir de la régie. Autre question, elle nous vient de Dania Alili. Alors, elle dit les écoles de football comme celle de Liverpool ou de l'AC Milan sont-elles réellement affiliées à ces clubs? Abdelnour Kawa, lui, va nous répondre à cette question, peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles privées de football avec le sigle de grands clubs professionnels étrangers. C'est plus un business qu'autre chose. Voilà. Vous savez, quand on parle de partenariat avec des clubs européens, en parlant de Liverpool, c'est pas n'importe quoi, ça. Il y a certains pays ont l'agrément. Dans certains pays africains, oui, il y a des clubs européens qui sont partenaires de certains clubs. Mais c'est eux qui créent le centre de formation. C'est pas un truc privé. C'est comme à l'époque l'ASEC Mimosa en Côte d'Ivoire. C'était Jean-Marc Guillot qui est allé créer cette c'était un expert itinérant à l'époque. Académie, oui. Donc, c'est pas la même chose du tout. Là c'est des franchises. Voilà, et encore, franchise. Ils achètent le nom,
Tout simplement. Tout simplement. Ils achètent le nom, ils le louent. Voilà. Théoriquement, le club qui a cédé son nom devrait venir et vérifier si les entraîneurs qu'il y a dans ce club sont diplômés, s'ils ont les titres. C'est pas le cas. Là, C'est pas le cas. C'est jamais été le cas. Voilà, hélas. On va parler encore de ce problème des écoles privées aujourd'hui. Alors, est-ce que véritablement elles peuvent devenir un appoint aux académies et aux centres de formation algériens? Jusqu'à présent, ces académies privées en quelque sorte n'ont pas donné un seul joueur. C'est des crèches, c'est plus des crèches. C'est même pas de l'apprentissage. Moi, j'en connais quelques-unes où il y a des jeunes, bon, c'est le père ramène son enfant. Ce qu'on appelle le football récréatif. Voilà, c'est plus récréatif qu'autre chose. Le football récréatif. Pour vous dire, la FIFA considère le football à partir de l'âge de 13 ans. Tout ce qui est en dessous? Tout ce qui est en dessous, c'est du football récréatif. Ils encouragent à la création d'écoles. Au Japon, j'ai lu récemment, ils vont jusqu'à 4 ans. Ils prennent des enfants de 4 ans, mais c'est du football récréatif. On apprend aux gamins à jouer en dehors de l'école, etc. Ça n'est pas des... Voilà, on arrive à la fin de l'émission. On n'a pas tout dit, et il y a beaucoup de choses à dire encore, mais on le fera certainement un jour pour faire le bilan justement de cette opération, de ce qui a été décidé par la Fédération algérienne de football. Je vous rappelle que notre page Facebook, vous pouvez y accéder, c'est « Et si on parlait sport ?» Et pour également poser vos questions, la prochaine émission sera consacrée au handball. Bien sûr, notre équipe nationale est en train de disputer le mondial de handball au Danemark et on parlera justement du handball avec toutes les difficultés qu'il a connues ces dernières années et peut-être on va même parler de déclin, hein. C'est pas, le terme n'est pas très fort, on a vu le résultat face au Danemark et donc ça sera l'émission de la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup, eh bien, vous n'avez qu'à les poser sur la page Facebook. Et si on parle sport, merci à vous, Mohamed Mouchalala, d'être venu, d'avoir participé à notre première émission. Abdano Kawa également, merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à Canal Algérie. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine.